Oui, Alors, je vais faire une petite introduction. Alors, ceux qui veulent aller déjeuner peuvent aussi, à un temps si mais bon. En tout cas, on va rester avec Michel peut-être une demi-heure. Michel est responsable de la prospective à l'Université catholique de Lille et il lance un grand observatoire, hein, on en dira plus. Et on a échangé ensemble et ce souhait, c'est de nourrir le débat entre croissance verte et décroissance. Quelle piste pour demain? Et il semblerait qu'il y ait une piste dans la décroissance sélective. Et ce mot est un peu nouveau. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est vraiment de l'attribution? Est-ce que c'est. Voilà. Et peut-être qu'on a besoin de prospectivistes, justement, pour nous éclairer sur ce chemin. Michel? merci beaucoup. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Le plus fort tu parles, le mieux. D'accord, c'est mieux si je parle plus fort. Là, c'est mieux? C'est parfait. D'accord, très bien. Donc, nous, on est nous-mêmes dans une conférence. Là, je suis dans la pause, mais je leur avais donné rendez-vous à 1h15 pour nous rejoindre, s'ils le désiraient. Donc, on va avoir aussi un groupe de personnes qui va qui va nous rejoindre dans la salle où je suis. Euh, Peut-être je peux l'écran, partager l'écran pour vous présenter un peu le PowerPoint. Donc, tu m'as dit, j'ai à peu près 30 minutes, c'est ça? 45 minutes avec des questions. Pardon? Essaie de voir si tu peux partager ton écran. Normalement, tu as le droit. Tu as les droits. Tu es en capacité de le faire. Ça va, vous le voyez? Et si tu peux le mettre en plein écran de ton côté, nous, on verra mieux. Voilà, c'est Non, bon? non, en fait, c'était mieux avant. Je ne pense pas que tu sois sur un plein écran. Tu vois, il y a le petit icône en bas. Ah oui, oui, il y Ah a non, ça vient du fait que du coup, il se projette, c'est parce que comme je suis connecté à un téléviseur, il passe automatiquement. Alors attends, est-ce que je peux passer euh, voilà, c'est mieux, non? merci Michel, c'est bon. On te voit et on voit tes slides. Ah ben non, maintenant j'ai plus le son. Allô? Allô, tout va bien, on t'entend. Quand tu veux, hein. Allô, allô? Tu ne nous entends pas, nous on t'entend. Ça bascule en présentateur. Ah, Enfin, il y tu a veux peut-être un l'enlever, truc. ça, non? Alors, bah, c'est-à-dire que c'est pour eux. Mais ils verront Non, quand mais même. ce que je vais faire un autre système. Je vous propose de basculer. Alors, attendez. Parce qu'à mon avis, si tu coupes le moniteur, eux, ils vont quand même voir ton écran, hein. Oui, oui, alors. Tu peux juste enlever ça. Ah oui, oui, je peux aussi enlever ça, ouais. Ah, je sais pas si Mais, ou alors je le mets après. On va voir. ça peut fonctionner. Alors, attends. Est-ce qu'ils t'entendent ou pas là? Vous m'entendez? Oui, Est-ce qu'ils voient Là, l'écran? maintenant, ils sont là. Alors, partager l'écran. OK.
Là, j'ouvre le PowerPoint. Et là, Ça fonctionne le partage d'écran? Ouais, ouais. Mais simplement, on ne les entend pas. Voilà, alors si... On vous entend. Voilà, vous m'entendez? Bon, là, vous le voyez. Bon, j'essaie de le mettre sur l'écran, mais à mon avis, ça va... c'est là que ça va bugger. Je vais peut-être le laisser comme ça et le présenter pas en mode présentateur pour éviter. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous le voyez bien là? On peut voir quoi, mais on ne voit pas la présentation. D'accord. Je peux même l'agrandir. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Là, on ne voit pas la présentation, on peut voir toutefois. Je vais vous désactiver le partage d'écran. Et tu ne partages pas le bon écran. C'est bon pour vous? Non, toujours pas. Vous le voyez pas? Non. D'accord. Et est-ce que là, vous le voyez? Non. Alors, je réactive le partage d'écran. Et voilà. Ok, ça va. Est-ce que vous le voyez là? C'est bon, on le voit. On ne le voit pas très grand, Oui, mais ça y est, vous le voyez. c'est lisible. D'accord. D'accord, très bien. Ouais, ça va fonctionner comme ça. Voilà. Parfait, c'est parfait. Voilà, comme ça, on voit aussi à côté. Voilà, bon, bah, très bien. Là, on ne voit pas trop le titre. C'est bon pour vous là? Oui, ça va. On ne voit pas très bien le titre, mais c'est pas grave. On voit l'image au centre. Parfait. C'est bon. Voilà, bah, ça devrait être pas mal là. Bon, bah, très bien. Donc, bonjour à tous. On peut commencer ou tout le monde est parti là? Ça va, vous êtes là? Là, ceux qui sont restés, ils sont là. Donc, bonjour à tous. Mon travail a été essentiellement d'explorer ces 5 dernières années les écosystèmes innovants. Donc, je vais vous présenter un peu comment s'est opérée cette découverte des écosystèmes innovants. Et je conclurai sur ce dilemme de la croissance verte, de la croissance sélective, qui effectivement apparaît comme un des grands enjeux majeurs du 21e siècle. Alors, et puis, on va garder à peu près un quart d'heure, 20 minutes pour les questions. Je vais essayer de tenir, là il est 17, donc je vais essayer de finir à 34 pour qu'on ait à peu près 20 minutes de présentation et 20 minutes de questions. Donc effectivement, notre point de départ, c'était de se constater qu'on était dans une période de transition extraordinaire et d'essayer de comprendre cette période de transition. C'est le sujet de la plupart de mes livres. Et ce que j'ai voulu explorer plus précisément, c'est comment cette transition est vécue un peu partout dans le monde. J'avais beaucoup théorisé, observé ça un peu de loin, mais là, l'idée pendant 4 ans, c'était de voyager, d'aller sur le terrain et d'essayer de comprendre ce qui est en train de se passer dans le monde. Déjà, vous voyez là, c'est une image que j'aime bien parce que
Elle en dit beaucoup. En 2005, vous voyez une réunion lors de l'élection du pape. Et puis en 2013, la même réunion. Et vous avez plein de téléphones portables. Et en l'espace de quelques années, vous avez une technologie qui a envahi le monde, le téléphone portable, avec lesquels chacun d'entre nous, on passe tellement de temps, c'est absolument incroyable cette mutation. Et c'est passé quasiment inaperçu, alors qu'en fait, quand on réfléchit un peu à ce qui se passe à travers le téléphone portable, c'est qu'on est tous connectés. Il y a à peu près 7 milliards d'individus sur la planète et qui sont tous connectés à travers leur téléphone portable. Et en fait, on fait un gigantesque ordinateur psychologique avec nos cerveaux connectés aux autres cerveaux de la planète. Et cette noosphère, comme le disait Teilhard de Chardin, elle évolue en centièmes de seconde, en nanosecondes, constamment. Donc une mutation d'une profondeur extraordinaire. Notre pari, c'était de se dire que les écosystèmes innovants, c'est-à-dire les endroits où il y a le plus d'innovation dans le monde, c'était des espaces transformationnels. D'ailleurs, vous aviez Decathlon il y a quelques minutes. Vous étiez dans une réunion avec Decathlon. Et effectivement, j'ai beaucoup aidé Decathlon, il y a une quinzaine d'années, à commencer à faire des plans stratégiques. Et plus récemment, je les ai emmenés à Copenhague dans un voyage prospectif. Donc, aller dans les écosystèmes innovants les plus dynamiques de la planète, ben, c'est découvrir des endroits où on peut vivre de l'intérieur une transformation profonde. Donc, je prends un peu d'eau parce que j'ai un chat dans la gorge. Alors, chaque écosystème, bien sûr, est unique et singulier, mais ils partagent tous une dynamique de collaboration intense. À la fois en interne, c'est-à-dire que les gens travaillent intensément entre eux pour créer, communiquer, inventer de nouvelles idées, et en même temps avec les autres écosystèmes. Donc la dynamique collaborative de co-création est essentielle dans tous ces écosystèmes. Alors, objectif de notre démarche, c'était d'assurer la veille sur les écosystèmes d'innovation et de développement dans le monde entier, identifier l'émergence de nouvelles formes d'économie et de nouveaux modèles entrepreneuriaux, observer, comprendre, analyser de nouveaux courants de pensée et tendances opérationnelles, apporter un regard international aux régions, universités, villes, entreprises avec qui nous travaillons et mener ce travail en Europe, Amérique, Asie, Afrique, Australie. Voilà, donc ça résume bien un peu notre démarche et qui explique qu'on a été très vite confronté à ce dilemme qu'on a évoqué avec Jérémy Dumont. On le voit partout, ce dilemme. La croissance est un élément essentiel de l'économie. Il faut savoir que toute l'économie est basée sur le goodwill. En fait, le goodwill, c'est quoi? C'est un pari sur le futur. On vous prête de l'argent parce qu'on parie que demain, votre maison, votre entreprise, ce que vous faites vaudra plus d'argent que l'emprunt que vous faites. Et qu'effectivement, pourquoi il y a une forte chance pour que quelque chose prenne de la valeur, c'est qu'en fait, il y a une croissance et qu'il y a de plus en plus de création de richesses. Et donc, en vous prêtant de l'argent, on participe à cette création de richesse. Il est évident que si on rentre dans un monde en décroissance, eh bien, toute cette pyramide de dette, parce que c'est une pyramide de dette, s'effondre. C'est toute l'économie mondiale qui s'effondre. Donc, j'ai eu des discussions surréalistes à l'Institut français du pétrole, parce qu'il y avait notamment des anciens d'EDF qui défendaient la décroissance, et notamment la décroissance sous forme d'énergie. Et il y avait un banquier dans la salle qui disait « Ah, ben à votre idée de décroissance, ça va nous coûter très cher. » Alors, les ingénieurs disaient « Mais non, mais la décroissance, ça ne coûte pas cher, puisque de toute façon, c'est faire des économies. » Et c'est là que brusquement, on voit la différence entre la culture des ingénieurs et des banquiers ou des économistes. C'est que l'ingénieur, lui, il réfléchit tout le temps
en termes de dépenses, de coûts, alors que le financier ou l'économiste, il réfléchit à l'économie en général. Alors, comme l'économie générale, elle est basée sur la croissance, non pas parce que ça fait plaisir, c'est parce qu'en fait, c'est ça qui permet à l'économie de se déployer au sens où ça permet de prêter de l'argent. Après cet argent, ben, on en fait quelque chose, on fait de la croissance. Et après, la personne qui a participé à cette croissance, ben, il peut rembourser sa partie et faire lui-même un bénéfice. Mais vous voyez bien que ce processus, elle implique la croissance. Et quand le banquier disait ça va nous coûter très cher, c'était un euphémisme. Il y en avait un qui voyait que l'aspect économie, enfin faire des économies, justement pas l'aspect économique, mais faire des économies. Et l'autre, il vous dit ça va vous coûter très cher, ça va nous coûter à tous très cher. En fait, c'est un euphémisme, parce que ça veut dire c'est la faillite planétaire, c'est la faillite systémique de la planète. Et en plus, ça veut dire qu'un monde en décroissance, c'est un monde où, inversement, on ne peut plus du tout prêter de l'argent, on ne peut plus créer, on est dans un monde qui s'étrique, qui devient de plus en plus étriqué. Donc, la question de la décroissance, qui se pose effectivement d'une manière majeure aujourd'hui, et je vais revenir là-dessus, elle n'est pas aussi simple qu'on pourrait l'imaginer en croyant, ben voilà, on va faire des économies et puis on va résoudre le problème. Donc, d'où l'idée d'une croissance verte ou d'une croissance sélective, c'est-à-dire que oui, de toute façon, pour qu'on passe les enjeux du futur à 10 ans, très rapidement, à la fois le réchauffement climatique, le fait de décarboner l'atmosphère, bah, il est évident qu'il faut faire décroître l'utilisation du pétrole. C'est évident. C'est évident qu'il faut le faire décroître, mais ce n'est pas du tout évident de le faire, parce qu'en fait, comme Jean Covici le montre très bien, il y a toujours une corrélation très forte aujourd'hui, depuis un siècle, entre l'usage du pétrole et le PIB, le développement économique. C'est-à-dire qu'en fait, comme de toute façon, il faut de l'énergie pour faire du développement économique, comme de toute façon, le développement économique, c'est transformer de la matière, et que transformer de la matière, ben, c'est utiliser de l'énergie. Et comme chacun d'entre nous, et Jean Covici a beaucoup l'art de le rappeler, on a à peu près 2000 esclaves d'utilisation de l'énergie, eh bien, automatiquement, développer la croissance, bah, c'est utiliser du pétrole. Utiliser du pétrole, c'est empoisonner l'atmosphère. Et empoisonner l'atmosphère, c'est créer à terme l'effondrement et peut-être même la disparition de l'homme. Donc la question essentielle qu'on voit apparaître partout dans les écosystèmes innovants et dans ma veille internationale, c'est ce débat entre entre la croissance verte et la croissance carbonée, et comment inventer cette fameuse croissance verte qu'on aimerait bien trouver, mais qui pour l'instant est à inventer. On peut revenir, Alors, Michel, sur les. pardon. Est-ce qu'on pourrait définir ce qu'on entend par croissance verte et croissance sélective? Pour moi, c'est deux. Enfin, la croissance sélective, c'est un concept, une approche un peu nouvelle. Et il me semble, peut-être que ça se profile, hein, que la croissance sélective, c'est faire un choix de croissance dans le sens du bien commun. Et donc, il y a certaines activités, certaines consommations, et donc certaines productions qui seraient en décroissance, et d'autres qui seraient en croissance. Par exemple, la santé, se nourrir, c'est des choses essentielles. Et encore, quelle santé, comment se nourrir, là aussi, il y a des choix. Et c'est ces choix, en fait, qui sont intéressants et qui demandent une transition. Parce que, décider collectivement que certaines activités doivent croître et d'autres doivent décroître, ça implique une transition environnementale, surtout économique, et accompagner les populations, les entreprises, le gouvernement. Voilà. Si on peut revenir sur la définition de croissance verte et peut-être aussi croissance sélective. Oui, alors, je ne sais pas si moi, vous m'entendez bien ou c'est assuré parce que
On a eu beaucoup de mal à t'entendre et à comprendre ce que tu disais parce que c'était complètement assuré. Je ne sais pas comment faire pour pas que ce soit assuré. Euh, je vais essayer de. Est-ce que tu pourrais définir ce que c'est pour toi la croissance verte et essayer d'ébaucher ce que ça pourrait être hein, la croissance sélective? Alors, ce que je comprends, c'est que tu me demandes comment je considère la croissance verte ou de rentrer un peu dans la définition de la croissance verte ou de la croissance sélective. Pour moi, c'est deux choses différentes. Ah, c'est deux choses différentes pour toi, d'accord, très bien. Et alors peut-être dis-nous un peu la manière dont tu distingues les deux et moi je pourrais rebondir là-dessus. Euh, S'il y a croissance verte, il doit aussi y avoir une décroissance verte. Et ça donnerait la décroissance ou la croissance sélective. Bon, c'est très assuré, on a beaucoup de mal à t'entendre. Bon, je peux tout de même, de toute façon, dire un peu demande un peu de développer sur l'aspect croissance verte, croissance sélective, c'est ce que je comprends. Je vais essayer. Est-ce que là, tu m'entends mieux? Ah, Est-ce ça que tu change m'entends mieux, tout. Michel? Ah, ça Oui. change tout. Excuse-moi, je ne parlais pas dans le micro. Donc, euh, est-ce qu'on pourrait peut-être se poser sur qu'est-ce que c'est que la croissance verte, hein, poser le concept et le paradigme de pensée. Et il me semble que ça serait bien de le distinguer de la croissance sélective, parce que la croissance sélective, il me semble que c'est faire des choix, on va dire, politiques, hein, dans le sens gestion de la cité, entre des activités, des productions et des consommations qui, qui doivent croître parce que ce sont des biens essentiels comme la santé et la nourriture, et d'autres qu'on souhaiterait voir décroître parce qu'elles ont un impact beaucoup trop négatif et incontrôlé. Ah oui, d'accord. Bah, je pense que effectivement, là, il y a beaucoup de notions qu'il faut avoir. Bon, donc, qui sont des notions économiques, écologiques et sociales. Euh, donc, premièrement, j'ai bien posé la question de la croissance verte, enfin de cette croissance qui serait décarbonée, pour ne pas appeler verte ou sélective. En fait, notre problème essentiel, c'est d'inventer une croissance décarbonée, pour être très, très précis. Hein. C'est-à-dire qui arrête de produire le réchauffement climatique, puisque ça, c'est le risque majeur. Donc, on a déjà cet enjeu, pour être très clair, tout simplement de décarboner l'atmosphère. Et pour l'instant, cet enjeu, il est extrêmement délicat parce qu'il y a une corrélation pour l'instant totale entre la croissance et l'utilisation de l'énergie carbonée. Donc, il faut arriver à détacher la croissance du carbone. Alors, à ce sujet-là, il semblerait que, autant il y a 10 ans, on était désespéré par rapport à ça, et comme tu sais, ça fait 30 ans que je travaille sur ces questions, donc j'ai passé par toutes les couleurs possibles et imaginables de l'arc-en-ciel, de grand espoir au début qu'on allait prendre le virage au bon moment, jusqu'au moment où je me suis dit on rentre dans le mur, au désespoir total où je pleurais tous les soirs devant l'horreur de ce qui était en train de se passer, jusqu'au fait qu'après, je me suis repris et qu'il a fallu que je me dise qu'il fallait regarder espoir, etc. Et effectivement, on est, pour paraphraser certains, aujourd'hui à l'université, on en parlait encore hier, dans une sorte d'optimisme méthodologique. C'est-à-dire il faut être optimiste, il faut voir les solutions, parce que sinon, de toute façon, le désespoir ne mène nulle part. Et donc, il y a des solutions, et c'est vrai qu'en l'espace de 10 ans, que ce soit les batteries, que ce soit les panneaux solaires, que ce soit les éoliennes, tout ça a beaucoup évolué et que effectivement des études récentes de Stanford, que notamment mon ami Satyavir qui pilote un site internet qui recueille toutes les solutions, on voit qu'aujourd'hui, on pourrait décarboner, passer à une énergie décarbonée complète. Et même, on est en train d'inventer des solutions pour absorber le carbone de l'atmosphère, ce qui est très important en fait,
Parce que si on n'absorbe pas le carbone de l'atmosphère, de toute façon, même si on arrêtait d'émettre du carbone aujourd'hui, on serait tout de même dans des réchauffements significatifs rapidement. Donc, aujourd'hui, il y a ces solutions. Après, je pense que le concept de croissance verte, il y a la croissance décarbonée, bon, c'est très précis, c'est comment on fait de la croissance sans émettre de carbone. Après, la croissance verte, effectivement, c'est un concept beaucoup plus large, c'est tout simplement de dire, est-ce qu'on peut multiplier les technologies qui, au lieu de diminuer l'empreinte carbone, l'empreinte de l'homme sur la planète, on augmente la biodiversité, on améliore les choses. Je pense qu'une croissance verte, c'est une croissance qui, dans tous les sens, améliore les choses, améliore la biodiversité, améliore l'air, etc. Après, ce qui me semble… Michel, est-ce que ça se rapproche alors de l'économie régénératrice où on regarde les choses de façon globale Oui, c'est ça. et on se dit tiens, d'un côté, il y a l'utilisation des ressources. Bien sûr, ces ressources sont finies, mais comment mon activité, le cœur de mon activité, peut aussi régénérer ces ressources dans leur écosystème. C'est un peu ça la croissance verte ou la croissance régénératrice. Je ne sais pas si tu connais ce… Oui, c'est ça. Je pense que le concept de croissance verte, il a traversé différents concepts. Il y a eu l'économie bleue, mais ce concept de passer du footprint en anglais au handprint, c'est-à-dire de passer de on pollue à on régénère, ça me semble très très important parce que dans le concept de régénération, c'est pas simplement on pollue moins, c'est qu'on participe, on recrée une économie positive, pour reprendre les termes d'Attali, qui participe à la solution. Et ça me paraît très très important qu'on s'engage dans ce processus. Après, ce que tu dis d'économie sélective, que le mot sélectif le dit, et que tu marques le biais politique, c'est encore une autre dimension. Et je pense qu'effectivement, ça pose une autre question, qui est le rôle de l'État dans cette transition. Et effectivement, de la même manière qu'on a eu un capitalisme social, un capitalisme communiste ou un capitaliste libéral, parce que le communisme c'est aussi une forme de capitalisme, il ne faut pas l'oublier, c'est pas pour rien que Marx a écrit le Capital, parce que le communisme c'est justement une analyse, c'est une manière d'utiliser le capital. Et de la même manière, je pense qu'aujourd'hui, la question de où on met le curseur entre l'économie, le social et l'écologie est extrêmement importante. Mais je pense, et dans le débat français, je suis très préoccupé de ça je ne te cacherai pas, parce qu'on voit effectivement une diffusion dans les médias considérable des effondrismes. On voit le développement extraordinaire de la souffrance des Français, etc. On voit les gilets jaunes, on voit le grand débat, etc. Mais il y a tout de même une question clé, c'est que si la France ne se positionne pas stratégiquement, si elle n'est pas intelligente, si elle est purement régressive, elle va même plus avoir, elle n'aura plus la richesse qui lui permettra d'être sociale et écologique. Parce que il faut pas se faire d'illusions. L'écologie et le social, parce qu'ils ne sont pas dans la même temporalité que l'économie, c'est un choix de riche. Enfin, je veux dire, il faut être déjà riche, il faut être en plein fleurissement, il faut avoir beaucoup de moyens pour pouvoir faire du social et en plus de l'écologie. Ça coûte cher de faire ça. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a plein de pays dans le monde qui n'en sont pas du tout là et qui n'ont pas la possibilité de faire de social et encore moins d'écologie parce qu'ils n'ont même pas les moyens. Ils sont économiquement en faillite. Et la France n'est pas loin de ça. Et je trouve que les Français sont très absents. Par exemple, dans le débat sur les retraites, la vraie question, ce n'est pas les points, les machins, etc. C'est de savoir tout simplement s'il y aura des retraites. Parce que si les retraites, elles vont être payées par les Français de demain, et si la France de demain, elle n'existe pas, elle est rayée de la carte, ou économiquement, elle n'est pas compétitive, de toute façon, il n'y aura pas de retraite. Ça sera résolu pour tout le monde. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier dans les trois piliers, effectivement, le fait de penser économiquement, les trois piliers sont essentiels, le pilier économique, le pilier social, le fait de penser politiquement les trois piliers.
économique, social et écologique, c'est extrêmement important, c'est l'essence du développement durable. Mais on a tendance très vite à oublier que les deux autres piliers, d'abord, ne sont pas dans la même temporalité, c'est-à-dire que, et c'est ça qui fait que l'économique a toujours tendance à prendre le pas, c'est parce que l'économique, c'est demain, alors que le social, c'est après-demain, et l'écologique, c'est après-demain. Donc, ce n'est pas la même temporalité. Par exemple, dans un chef d'entreprise, il faut déjà qu'il soit en très bonne forme et qu'il ait les moyens de commencer à se dire, tiens, je vais distribuer un peu plus d'argent aux uns et aux autres, etc. Et en plus, rentrer dans des processus écologiques extrêmement coûteux, extrêmement consommateurs d'énergie, de temps, de ressources intellectuelles, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut que les gens aient les moyens, il faut qu'ils soient… Et moi, j'ai toujours vu dans les entreprises et dans les pays partout où on voyage, si vous voulez, c'est très basique. Vous avez les pays riches qui se posent la question du social et de l'écologie, mais quand vous êtes dans un pays même un peu moyennement riche, de toute façon, tout le monde parle de développement économique et ils ne veulent surtout pas de décroissance parce qu'eux, ils n'ont même pas commencé à se développer. Donc, et alors, maintenant, par rapport à ta question sélective, c'est-à-dire qu'effectivement, dans cette transformation, la grande question qui est en grand débat aujourd'hui, c'est où on met le curseur. Et ça, c'est une vraie question parce que le curseur du rôle de l'État, parce que le rôle de l'État, me semble-t-il, dans toutes les grandes périodes de transition, a eu un rôle majeur. Parce que autant l'économie libérale fonctionne à peu près bien, qu'on est sur une autoroute où tout fonctionne à peu près bien et où tout le monde partage les mêmes règles du jeu, alors que là, on est dans une période de transition où le rôle de l'État, et d'ailleurs même aux États-Unis, ou même en Angleterre, qui sont des pays ultralibéraux, cette question est soulevée, et d'ailleurs c'est ça qui oppose les républicains et les démocrates très fortement, c'est parce que effectivement la transition énergétique et écologique de la planète renvoie à des questions politiques majeures et où on met le curseur de l'État. Ce n'est pas un hasard si le seul pays qui est en train d'annoncer globalement dans son plan à 5 ans une civilisation écologique, eh bien c'est la Chine. Donc ça en dit long sur la puissance d'un État centralisé et communiste pour annoncer et vouloir quelque chose. Et la difficulté effectivement des États libéraux ou néolibéraux et l'économie libérale à affronter cette transition. Il y a ça résonne. J'avais des conversations avec quelqu'un qui me disait que le profit n'est pas une finalité en soi et que ce n'est qu'un moyen et qu'il faudrait peut-être remettre en finalité des indicateurs tels que bien vivre ensemble sur Terre. Et que voilà, c'est peut-être ça notre objectif à tous et que le profit ou la croissance n'est qu'un moyen d'y arriver et ça pourrait peut-être nous donner un cap. Oui, alors ça, c'est une très très bonne question, si tu veux, et c'est en train de se passer partout. D'ailleurs, dans nos écosystèmes innovants qu'on a vus, on a vu un pays qui est très intéressant parce que c'est le pays qui, d'après il y a différents indicateurs pour différents domaines, et c'est le Danemark. Et le Danemark, si vous regardez les différents rankings, c'est depuis plusieurs années le pays le plus heureux, entre guillemets, de la planète. Et effectivement, c'est un pays un peu à part, d'ailleurs comme tous les pays nordiques. Les pays nordiques dans ce domaine sont un peu similaires, d'une certaine manière. Et c'est des pays en plus très intéressants parce qu'ils ont fait un choix d'une économie dynamique, mais aussi d'une société extrêmement égalitaire, avec une fiscalité quasiment confiscatoire sur les hauts revenus, mais en même temps une très grande flexibilité laissée aux entreprises et une très faible fiscalité sur l'entreprise. C'est-à-dire que, en fait, un entrepreneur paye très peu d'impôts tant qu'il utilise l'argent pour réinvestir dans son entreprise, mais dès l'instant où il se verse un salaire ou même des
des intérêts, là, une partie de l'argent va à l'État. Donc, en fait, l'idée, c'est une sorte de mix d'État extrêmement social, avec une place extraordinaire donnée à l'éducation, puisque l'éducation est gratuite, mais alors vraiment, c'est-à-dire que totalement gratuite, y compris la nourriture, y compris les livres. Enfin, il y a vraiment un investissement de l'ensemble de la société pour permettre l'accès à la connaissance de tous les citoyens. Et après, c'est des sociétés extrêmement écologiques, au sens où ils ont une très grande conscience de l'écologie, de la préservation de la planète, de leur écosystème naturel qui est très beau, etc. Donc, on a effectivement des sociétés de ce type qui sont très différentes des sociétés anglo-saxonnes marquées par le néolibéralisme, mais aussi très différentes des sociétés asiatiques comme la Chine. On peut retrouver un peu cet esprit-là à Taïwan, d'ailleurs en Asie, à Singapour. Singapour est un exemple, sauf que dans le cas de Singapour, on a affaire à un État qui est peu démocratique, alors que le Danemark et la Suède sont des pays très clairement démocratiques. Donc c'est très intéressant effectivement d'étudier un peu partout dans le monde différents modèles, et je pense que dans les années qui viennent, on va voir des clivages s'opérer, et on les voit d'ailleurs s'opérer, entre justement différents écosystèmes, certains écosystèmes ayant trouvé une manière de rentrer dans une dynamique positive, et d'autres écosystèmes qui vont avoir perdu leur appétence, qui ne vont plus avoir d'argent, plus avoir de société, et plus avoir d'écologie, et qui vont devenir des endroits que tout le monde voudra quitter. Et on le voit déjà, ce déchirement du territoire, c'est-à-dire qu'on sent très bien, et on le vit même à Lille, c'est-à-dire que c'est vrai à New York, etc., c'est que alors qu'on avait des territoires assez homogènes, aujourd'hui, à l'intérieur même d'un territoire, il y a vraiment les endroits où il faut être, les endroits où il faut moyennement être, et puis les endroits où il ne faut surtout pas être. Il y a même pour la première fois en France depuis des millénaires, enfin, depuis des siècles, des endroits de non-droit. Enfin, vous savez, il y a même des endroits en France où la police ne rentre plus. Donc, vous avez, et à côté de ça, là je suis à Euratechnologie, vous avez en France, et la France produit encore des intelligences exceptionnelles qui sont appréciées dans le monde entier et qui participent aux écosystèmes innovants les plus dynamiques de la planète. Donc, il y a beaucoup de contrastes. Merci. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu plus en détail donc, de votre projet? Pardon? Est-ce que tu veux nous parler un petit peu plus en détail de votre projet, que peut-être nous aussi on vous aide à avancer dans votre aventure? Oui, alors notre projet, c'est un tour, on veut continuer un tour du monde. Alors, donc, on a décidé peut-être, entre-temps, on a pris la décision plutôt de faire un tour du monde réel. De toute façon, avec le virus, on ne peut pas le faire. On ne peut pas planifier des vols intercontinentaux facilement aujourd'hui. Donc, on a décidé de faire un tour du monde virtuel. Donc, on a 3 jours qui sont prévus, qui sont toujours le 4e mardi du mois de janvier, mars et juin. Donc, la première journée va être consacrée à l'Amérique. Donc, l'idée est de se connecter avec des personnalités clés du continent américain. La deuxième journée va être l'Asie et la troisième journée va être l'Europe. Et donc, l'idée, c'est d'aller un peu dans les écosystèmes innovants, faire bénéficier nos amis français et internationaux des différents contacts que j'ai pu établir dans le monde ces 5 dernières années dans les écosystèmes innovants et voir différentes personnalités qui travaillent sur ces questions. On veut travailler au niveau rationnel, scientifique et technique, mais aussi au niveau émotionnel, artistique et social, mais aussi au niveau inspirationnel, spirituel et philosophique. C'est-à-dire qu'on veut des intervenants technologiques, mais aussi des artistes et aussi des philosophes qui nous posent des questions de sens. Donc voilà un peu un slide qu'on avait créé en 2016 lors d'un séminaire sur les écosystèmes innovants. Voilà une slide qui présente un peu en 2014 le début de notre démarche. On a fait plus de 700 vidéos
c'est une base de données exceptionnelle en France qui sont sur YouTube, de vidéos d'interviews de personnes clés qui aujourd'hui transforment la planète par leur innovation. On travaille de manière co-créative en collaboration, donc avec tous nos parties prenantes. Notre premier sponsor, de manière générale, et on va avoir cet après-midi une présentation dans quelques minutes d'un des chercheurs, on est une dizaine de chercheurs, un des chercheurs qui a travaillé sur la région, donc sur l'écosystème de la région, Decathlon, Leroy Merlin, Auchan. On est, comme vous savez, Lille est la plus grande plateforme de la planète en termes de grande distribution, avec notamment la famille Mullier, mais il n'y a pas que la famille Mullier. On est un hub de distribution pour des raisons historiques qui est absolument étonnant, exceptionnel. Donc, on étudie ça. C'est aussi on est une des plus grandes universités privées d'Europe, l'Université catholique de Lille, qui a été créée par des entrepreneurs. Donc, ça fait que dans le paysage des universités françaises, on est complètement atypique. Et voilà les 23 villes qu'on a visitées. Donc, on va aller revoir en virtuel un certain nombre de ces villes. On a choisi 17 qui nous semblent les plus importantes. Alors, évidemment, un des lieux qu'on a beaucoup documenté, c'est Palo Alto. Munich, beaucoup moins connu, mais Munich est une ville absolument passionnante et elle est en Europe, donc ça nous donne aussi un ancrage en Europe. Alors évidemment, on va faire Londres, Paris, mais je parle pas plus particulièrement de Munich. Copenhague, parce que justement, il y a ces caractéristiques particulières. Taipei, parce que c'est un endroit à part en termes de fabrication. C'est vraiment une expertise exceptionnelle, c'est-à-dire que vous arrivez à Taipei, à Taïwan, avec n'importe quel projet de fabrication d'objets, et vous avez toujours une intelligence exceptionnelle pour voir comment fabriquer cet objet à des millions d'exemplaires. C'est une ressource qu'on retrouve dans très peu d'endroits. Maintenant, la Chine essaie de reprendre le flambeau. Kyoto, Tokyo, évidemment, avec un rapport à la robotique tout à fait particulier. Et à chaque fois, justement, et par rapport à ta question, c'est très intéressant, on va avoir un chercheur qui va se dédier à ça, c'est-à-dire de voir comment dans chacune de ces cultures et chacune de ces villes-mondes, comme on les appelle, parce que chacune de ces villes, c'est tout de même des villes hyper complexes, avec une richesse intellectuelle qu'on sent à peu près, dans ces 17 villes, on a à peu près 80% de la richesse du monde, on a 95% des cerveaux de la planète qui sont concentrés dans ces 17 villes. Donc, aller dans ces villes, c'est rentrer dans une hyper-complexité, mais c'est assez intéressant de voir qu'à chaque fois, on a une vision du monde assez différente. On est à Tokyo, on est vraiment dans un autre monde qu'à New York, c'est une autre perception des choses. Et c'est très intéressant de leur poser la question de comment ils envisagent le futur. Par exemple, ta question sur la croissance sélective, la croissance verte, qu'est-ce qui est important, quels sont les communs, par exemple, un concept aussi classique de se dire que le futur va passer par une meilleure gestion des communs. Au niveau planétaire, ce n'est pas évident. En fait, nous, par exemple, en Europe, en France particulièrement, on a mis en commun l'ensemble de nos côtes. Pour un Français, c'est normal que les côtes ne sont pas privatisables. Et ça a été une super idée d'ailleurs. Ça donne à la... Mais ça, c'est unique en France, par exemple. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un commun? C'est une grande question et c'est une grande question pour le futur. Donc, on veut aller un peu partout, poser cette question sur le futur. Et on est preneur de vous, comment vous voulez vous articuler à ça. Là, on a beaucoup de chiffres. Il y a le cas de la Chine qui est absolument passionnant parce qu'il est en train de transformer complètement la planète. La Chine est en train de prendre une place complètement capitale. Et ce qui nous intéresse... Ouais. Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Oui. Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Oui. Comment pourrions-nous vous aider? Nous, on est preneur de trois choses. La première chose, on est heureux d'avoir des participants à ce tour du monde. Donc, vous pouvez participer ces 3 jours. Donc, une partie qui va être avec des orateurs virtuels qu'on va sélectionner dans le monde.
des participants virtuels qui vont être un peu partout dans le monde. Et puis après, il va y avoir une vingtaine de chercheurs qui vont être concentrés à chaque journée dans une grande salle qu'on appelle le Learning Lab et où on va faire les interviews en public. Donc nous, on est tout à fait preneurs d'une dynamique avec vous. Alors soit que vous apportiez des chercheurs, soit que vous apportiez des orateurs, soit là, on était en discussion avec Dassault Systèmes qui ont déjà quasiment des bureaux dans chacune de ces villes clés, parce que Dassault Systèmes étant très alerte sur l'innovation, bah, il lui faut être dans chacun de ces écosystèmes, donc ils vont nous prêter leurs bureaux. Donc il y a plein de possibilités de partenariat possibles. C'est à vous, peut-être vous pouvez y réfléchir un peu ensemble, mais nous, on est très ouverts. Vous êtes parmi les premiers, donc je suis en train de faire un livre sur tout ça qui va être publié en début 2021. C'est quasiment une des premières conférences. Vous êtes parmi les premiers. J'ai terminé ça cet été, donc vous êtes vraiment les tout premiers, à part le petit groupe de recherche qui est avec moi aujourd'hui. Je voulais vous montrer la salle. On est à Euratechnologie. Voilà. On n'est pas très nombreux. C'est un peu le groupe de recherche rapproché qui travaille sur ce projet. Voilà. Il y a une dizaine de personnes. On revient vers vous avec des propositions. Merci beaucoup pour avoir partagé toutes ces pistes et bravo pour ce chantier. Je vous demande rapidement s'il y a des questions. Oui, ça peut être intéressant d'avoir des avis, des questions, des demandes. Non, je crois que ça a été clair. Ça a été clair. Merci bien. Et voilà, passez une bonne journée à Lille. Merci beaucoup, Jérémy, et merci beaucoup à votre... On est très content d'avoir partagé ça avec vous. Et ça tombait très bien, finalement, entre les deux groupes. Et ça nous a permis de faire une expérience de... Ah, il y a une question de notre côté. Ah, c'était pas prévu, ça. C'est pas prévu. Bon, on vous laisse. Non, mais vas-y. Non, on l'apprend, Michel, on l'apprend. C'est une blague. Jean-Pierre. Non, mais, oui, mais dis-le, on va pas répondre, mais c'est pas dis-le. De la croissance, de la croissance, des croissances vertes. C'est un sujet qui mériterait beaucoup plus de développement. Ah oui, ça c'est sûr. En tout cas, moi j'ai un groupe de réflexion sur la croissance, enfin le monde post-croissance avec, voilà. S'il y a des gens qui sont intéressés par ce sujet de réflexion, ils peuvent me contacter. Et c'est dans le Parti socialiste, donc tu m'avais dit moi, je suis Europe Écologie Les Verts et on parle avec d'autres partis politiques sur le paradigme post-croissance et on essaye de s'accorder entre sobriété, décroissance, croissance sélective, post-croissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel terme utiliser? Oui, c'est un sujet vraiment très chaud. Et Jean-Pierre Aubert qui est là, qui a un projet en plus opérationnel, c'est-à-dire qu'il veut faire un projet d'agroforesterie avec des chevaux, avec un nouveau rapport à la nature, aux animaux. Ah oui, il fait partie des chemins de la métamorphose, je le connais bien. Ah oui, ben voilà, c'est comme ça qu'on s'était... Voilà. Jean-Pierre est parmi nous. Voilà. Oui, c'est comme ça que tu m'as dit. Voilà. Avec plaisir pour échanger, bien sûr, et bravo, chemin de la métamorphose. À bientôt. Merci beaucoup à toi, Jérémy. Au revoir. Au revoir à tous. Ce sera un autre débat, mais c'est vrai que...
On passe en configuration linéaire avec les chefs
vous plaît. On n'a plus besoin d'ailleurs. On n'a plus besoin de ça d'ailleurs. On peut enlever ça. Parce que la table ronde, on retrouve besoin de ça. Bah, je sais pas, on le remettra, mais du coup, pour la table ronde, ça va gêner l'espace. Hein? D'accord, il y a plein de choses à nous. Merci beaucoup d'être là. On vient de commencer cette première édition des ateliers de super collectif ce matin. On est ravis de ça. Je vais vous expliquer un peu comment va se passer la journée. Donc, on a une grande question qui est comment pouvons-nous collectivement accélérer la transition écologique dans les entreprises. On est dans la journée transformation. Et demain, nous serons dans la journée innovation. Alors, déjà, pourquoi se poser la question de quelle est la transition écologique de la transition collective? Il y a un postulat de départ qui est que dans les entreprises, les références, les PME, il y a probablement des gens qui ont envie de faire un métier qui a sens pour eux et de retrouver un alignement. Toutefois, c'est difficile quand on est seul à son poste de se dire je vais peut-être changer de travail, je vais peut-être aller. Il est aussi possible que cette personne se mette en réseau avec d'autres personnes dans l'entreprise et qui deviennent des corporate acteurs. Ils ont un projet d'économie circulaire ou de packaging recyclable à 100%. Là, ce serait des corporate acteurs. Mais il est aussi possible que dans l'entreprise, ce soit cette innovation. D'impulser ça dans l'entreprise. L'activité aujourd'hui sur laquelle l'entreprise est a un impact négatif. On a envie d'impulser peut-être d'autres pistes d'innovation. Cette personne, ça peut être aussi
quelqu'un en marketing qui dit mais j'aimerais travailler avec un partenariat avec une fournisseur. Et voilà, donc, et nous sommes, on a fait un tour de table assez rapidement, des gens des professionnels de l'innovation de la consommation, dans cette équipe. Des gens qui sont dans l'innovation et dans la consommation, donc par exemple Laurence, qui est coach, voilà. Des designers, voilà. Les designers UX, ça compte aussi. Et donc, nous avons ça en commun, d'intervenir, nous, consultants externes, dans les entreprises, à certains moments de vie de l'entreprise, pour aider les collaborateurs de l'entreprise, la direction des idées, aider les directions générales, les directions de marche à transformer l'entreprise. Et ce qu'on a tous en commun, c'est on travaille en intelligence avec des groupes, en intelligence collective. Donc, peut-être que ça nous revient à nous, professionnels de l'innovation et de la transformation, que d'accompagner ces gens, ces personnes dans l'entreprise qui ont envie de travailler sur des projets d'innovation, ou qui ont envie de travailler sur une nouvelle organisation. Voilà. Et ça nous donne. Voilà. La question, c'est comment vous collectivement. Est-ce que tu peux passer la slide normalement, peut-être que les. Donc, nous allons avoir différentes inspirations qui ont été données par les. Donc, la grande question, intégration écologique, piste de décision stratégique du COMEX, c'est une piste intéressante à explorer, serait People Profit Planet. En réalité, Profit, People, pas mal d'entreprises qui font des femmes, diversité, planète, mais combien il y en a aujourd'hui? Peut-être ça, c'est intéressant d'explorer. Donc, les intervenants sont portés par Faberon et à la suite de ça, il y a un atelier de partage sur. Il y aura 4 ateliers. La transformation des esprits. Est-ce que la transformation passe finalement par un nouveau mindset? Une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de se comporter en entreprise. Est-ce que ça passe par l'entreprise émotion? Une nouvelle gouvernance, une règle. Peut-être que ça passe aussi par une vision partagée, c'est-à-dire que l'ensemble des collaborateurs, la direction a envie de prendre un nouveau cadre. Et je pense que la petite nourrice, par exemple, sort de la cigarette. Ils investissent dans de nouveaux produits, 90% moins toxiques. En tout cas, c'est une grosse transformation. Et une grande partie des collaborateurs changent d'activité. Ce n'est plus le même marché. Mais on disait hier que c'est le manque de nouvelles cigarettes a atteint 20% du chiffre d'affaires global de l'ensemble de plus de l'ensemble des collaborateurs. C'est bien passé à un moment donné, je suppose, comme je dis, un innovation impact, donc peut-être que cette transition collective, ça passe par des projets d'innovation et de services. Notre projet était des retours d'expérience et des domaines qui ont travaillé pour Mars, des explorateurs qui n'approchent pas des écosystèmes, l'économie c'est mutualité en thème. Et Mars était très intéressé par cette approche globale qui peut profiter sur Net et une maison sur l'écosystème américain avec les designers. D'abord, vous allez tous bien? Est-ce que vous allez tous bien? Ouais! Ok, d'accord. Ce qu'on va faire, c'est pour la table ronde, ici, on va reculer un petit peu parce qu'ils vont enlever leur masque pour pouvoir parler.
parler. Donc, on reculera, on sera à là. Et là, on va, dans ces 2 journées, ce qu'on voulait, c'est aussi qu'il y ait des temps d'inspiration, des échanges, aussi des temps où vous puissiez échanger en conduite pour le maximum. Alors, la première chose qu'il y a là-bas un espace, on voulait que le collectif soit basé aussi sur là-dessus. Je cherche, je propose, j'ai un projet. C'est pour vous connecter en fait. Vous avez des idées, vous cherchez des choses, vous proposez des choses, n'hésitez pas à envoyer et à vous connecter. Et là, ce qu'on va faire tout de suite, on va se mettre par deux. Et je vais vous poser une question et vous allez dire allez avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, par deux. Et du coup, la question, c'est quel est votre dernier moment waouh? Un souvenir, le moment où c'était pour vous génial, le moment waouh. Ok? C'est connu parce que au choix. Et c'est la personne à laquelle je fais. Donc maintenant, vas-y, Jacques, je peux envoyer. Tac, attention. Ah, la technique. Ouais, on va faire comme ça. Du coup, allez-y, vous choisissez une personne. Vous levez, tranquillement, vous choisissez une personne. Allez-y, allez-y. Non, je ne laisse pas. Allez.
Des deux côtés, pareil, qu'est-ce que vous attendez de ces deux journées? Vous attendez d'échanger là-dessus. Voilà. Et voilà, une fois de pareil. On va faire simple. Vous pouvez changer, ouais. Si vous voulez changer rapidement. Si vous êtes à 100, alors, je vous invite, je prends la parole. Je vous invite, du coup, ces conversations à les continuer tout à l'heure à la pause et à en créer de nouvelles. Voilà, les premiers liens. On va accueillir les gens de la table ronde qui vont s'installer pendant ce temps-là. Et du coup, Jérémy va vous présenter un peu le super collectif en quelques mots, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, pour savoir d'où vient les